Poutine a perdu une autre de ses pièces maîtresses face à un simple pion, car la zone maritime de Saint-Pétersbourg est désormais devenue un parking géant. Ces navires ne peuvent plus bouger. La raison se trouve ici. Et ce qui a suivi fut un piège en échec et mat pour Poutine. Le 16 novembre, vers 22h10, heure locale, un autre aéroport au Danemark a dû fermer en raison de la menace de drones. Selon Politiken. Politiken.dk, l'un des plus grands journaux danois, a rapporté que Navière avait détecté une activité de drone suspecte à l'aéroport. La police du Jutland du Nord a déclaré avoir eu connaissance de la présence possible d'un ou plusieurs drones autour de l'aéroport d'Aalborg. Après les premières détections du AV à l'aéroport de Kastrup, des drones ont également été signalés dans d'autres aéroports et installations militaires à travers le pays. Ce n'était pas un incident isolé. Des drones soupçonnés d'origine russe ont ciblé des aéroports civils en Belgique, à Bruxelles, Liège, et des bases militaires sensibles, dont Klein-Brogel, susceptibles d'abriter des armes nucléaires, paralysant les opérations à travers la Belgique et l'Europe. Un esprit de détermination s'est installé, mêlé de suspicion et de colère. Dans la nuit du 9 novembre, événement final qui a déclenché cette colère et cette détermination s'est produit. Dans la soirée de ce dimanche, 5 drones non identifiés ont été détectés volant pendant environ 1 heure juste au-dessus des tours de refroidissement de la double centrale nucléaire près du port d'Anvers en Belgique. Alors, qui est derrière cette folie? Et pourquoi maintenant? La réponse à ces questions nous mène à un scénario de guerre hybride, qui se déroule depuis quelques semaines, avec chaque étape soigneusement planifiée. Et au centre de ce scénario se trouve un nom: Vladimir Poutine. La zone maritime de Saint-Pétersbourg est maintenant devenue un gigantesque parking. Tels des camions immobilisés à un poste frontière, moteurs éteints. Des dizaines de pétroliers russes sont bloqués, attendant dans la zone maritime de Saint-Pétersbourg. Ils ne peuvent pas bouger? Ce n'est pas dû à une tempête ou à un accident. C'est un piège. Au centre de ce piège se trouve Vladimir Poutine, paralysé juste devant son propre palais, alors qu'il tentait de vaincre l'Occident. Et le cœur de ce piège repose sur 2 sentiments, l'argent et la peur. Les nouvelles sanctions américaines émises le 22 octobre ont asséché les flux financiers. Les navires fantômes de Poutine ont soudainement perdu leur contrat d'assurance et leurs laissez-passer portuaires internationaux. La peur et la panique se sont installées. La menace d'attaques asymétriques ukrainiennes, démontrée en septembre contre Saint-Pétersbourg, Primorsk et Ust-Luga, a transformé les ports maritimes auxquels Poutine faisait le plus confiance en un immense champ de tir rempli de cibles faciles, les pétroliers. Saint-Pétersbourg n'a jamais été qu'une simple ville pour la Russie. Conçue comme la fenêtre de Pierre le Grand sur l'Occident, cette cité portuaire a été le symbole de la puissance économique et la citadelle stratégique de la Russie pendant des siècles. Les gigantesques terminaux portuaires de la mer Baltique, tels que Primorsk et Ust-Luga, sont le cœur des exportations pétrolières russes, l'artère économique de l'Empire le reliant au monde. Mais aujourd'hui, cette fenêtre semble être refermée. Cette citadelle stratégique est maintenant devenue un piège. Plus de 30 pétroliers sont bloqués à l'extérieur des ports, incapables de bouger. La plus grande puissance économique de Poutine est devenue son talon d'Achille, le plus vulnérable. Les navires entassés dans les ports de Saint-Pétersbourg ne sont pas un simple retard de marchandises. Pendant des années, Poutine a attaqué l'Occident, dissimulé derrière une stratégie qu'il appelle la zone grise. Il a lancé des cyberattaques, diffusé des campagnes de désinformation et fait allusion au ciblage des câbles Internet sous-marins. La flotte fantôme de plus de 600 pétroliers rouillés et non assurés qu'ils ont bâtis pour contourner les sanctions est l'outil le plus sombre de cette zone grise. Jusqu'à présent, ces navires étaient que des fantômes transportant du pétrole de contrebande. Mais ce n'est plus le cas. Ce sont désormais des chevaux de Troie ancrés dans les ports européens, déguisés en navires de commerce civil. Et ils utilisent maintenant une nouvelle forme de menace. Il s'agit d'essaims de drones lancés depuis des navires déguisés en civil. Ces attaques sont des opérations de basse intensité que le Kremlin peut toujours nier, mais auxquelles l'Occident ne peut pas facilement répondre par une action militaire directe. Du 24 au 25 septembre 2025, l'objectif n'est pas d'aveugler une station radar, mais d'aveugler le cœur économique et logistique d'un pays afin de le paralyser. Une procédure d'urgence similaire à un plan de confinement immédiat a été déclenchée. C'est le pire scénario qu'un aéroport puisse affronter. Tous les vols au décollage ont été immédiatement interrompus. Des dizaines d'avions approchant pour atterrir ont commencé à tourner dangereusement en l'air. Les pistes ont été dégagées. Les contrôleurs de la tour aérienne ont essayé de dérouter en toute sécurité les avions en vol vers d'autres aéroports, tout en essayant de comprendre ce que faisaient les drones. Le résultat fut le chaos total. En quelques heures, des centaines de vols ont été annulés. Des dizaines de milliers de passagers ont été bloqués dans les terminaux. Les dégâts économiques se sont élevés à des millions d'euros en quelques minutes. Les opérations de fret se sont arrêtées, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, et la plus grande porte d'entrée du Danemark sur le monde a été fermée. Mais le véritable dommage est psychologique. Qu'une capitale d'un pays de l'OTAN, l'une des villes les plus sûres d'Europe, puisse être prise en otage pendant des heures par une méthode aussi simple et bon marché, a envoyé des ondes de choc à travers le continent. Les ports de Primorsk, Ust-Luga et Vysotsk sont les artères qui acheminent chaque année des centaines de millions de barils de pétrole vers le marché européen. Lorsque ces routes sont bloquées, non seulement les devises étrangères cessent d'affluer, mais les équilibres internes du Kremlin sont également perturbés. Car 40% du budget russe dépend toujours des exportations d'énergie.
c'est-à-dire de chaque baril quittant la Baltique. Or, plus de 30 navires sont ancrés au large de Saint-Pétersbourg, chacun transportant entre 500 000 et 800 000 barils de pétrole. Cela représente une perte de revenus quotidiens de plus de 20 millions d'euros. Et cet argent était censé aller directement dans les coffres du Kremlin. Lorsque les réserves de change de L, État S épuisent, la valeur du rouble chute. Une autre victime de ce système sont les oligarques qui gèrent les flottes fantômes. Les routes de Primorsk et Ust-Luga sont sous le contrôle de facto de géants comme Lukoil, Sovcomflot et Gunvor depuis des années. Ces entreprises ont gagné des millions de dollars à chaque fois grâce aux chaînes de navires offshore qu'elles ont établies pour contourner les sanctions. Cependant, à mesure que les navires s'immobilisent dans la mer Baltique, ces oligarques perdent également leur flux de trésorerie. Pour le peuple russe, le tableau est bien plus sombre. Alors que les revenus énergétiques de l'État diminuent, les budgets sociaux sont réduits. Les salaires ne peuvent pas être payés, les subventions sont supprimées, et les prix du carburant montent en flèche, même à l'intérieur du pays. Les pétroliers qui attendent au port de Saint-Pétersbourg sont devenus le symbole des marmites qui bouillonnent dans les cuisines des gens. Ce n'est pas seulement un problème de commerce extérieur, car désormais, ce n'est pas seulement le pétrole, mais aussi l'artère vitale du régime qui ne peut plus quitter ses ports. Cette paralysie n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est l'intersection de deux stratégies géopolitiques et militaires massives conçues pour briser l'épine dorsale économique de la Russie dans la Baltique. Pour comprendre l'anatomie de cet étranglement, nous devons examiner ces deux points de pression séparément. Le premier pilier, et le plus fondamental de la crise, est l'élargissement continu des sanctions de l'Union européenne et de l'Occident. L'objectif de cette flotte était de contourner le plafonnement des prix imposés au pétrole russe par les pays du G7. La Russie a transformé ses pétroliers d'apparence civile en chevaux de Troie, non seulement pour contourner les sanctions, mais aussi pour attaquer l'OTAN. Il est devenu évident comment des dizaines de drones kamikazes peuvent être lancés depuis un module placé sur le pont d'un pétrolier, ressemblant à un conteneur d'expédition standard. Ces navires ne sont plus de simples contrebandiers. Ce sont des bases terroristes flottantes capables de semer la panique dans les ports européens. Poutine essaie désormais de gagner la guerre qu'il ne peut pas gagner avec son armée, en utilisant ses pétroliers pirates. Il s'agit d'un acte de terreur. Son objectif n'est pas seulement de semer le désordre, mais aussi de propager la peur et un sentiment de vulnérabilité. Le message selon lequel, si cela peut arriver à Copenhague, cela pourrait arriver demain à Heathrow, Charles de Gaulle ou Francfort, a résonné dans toutes les capitales européennes. Les autorités danoises ont été stupéfiées, mais l'alarme rouge a retenti au siège de l'OTAN à Bruxelles et dans les agences de renseignement des États membres. Les services de renseignement occidentaux ont lancé une enquête féroce pour savoir qui se cachait derrière cette attaque sophistiquée. Le moment de l'attaque, le choix des cibles et le profil technologique des drones utilisés dénonçaient l'implication d'un renseignement d'État et d'une planification militaire. Tous les doigts pointaient vers une seule adresse. Moscou. Mais il y avait un problème. C'est le célèbre voile de déni qui constitue la base de la doctrine de guerre hybride de Poutine. Il n'y avait aucune preuve concrète que l'attaque ait été menée directement depuis le territoire russe ou une base militaire connue. Cependant, avec la détection par les services de renseignement et l'assaut des forces spéciales françaises sur un navire, tout s'est soudainement éclairci. Le plan de Poutine était de vendre ce pétrole au monde, en particulier à l'Asie, via un réseau de pétroliers sous son propre contrôle et en dehors de la surveillance occidentale. Cependant, ces nouvelles sanctions ne visaient pas seulement les navires, mais aussi le réseau invisible qui leur permet de bouger, l'assurance. Dans le transport maritime international, il est presque impossible pour un superpétrolier transportant des millions de barils de pétrole brut d'accoster dans n'importe quel port, ou même de traverser des détroits internationaux sans une assurance protection et indemnité. P&I. L'assurance. La grande majorité de ce marché d'assurance à haut risque est contrôlée par le groupe international des clubs P&I basé à Londres. Les sanctions interdisent à ces clubs de fournir une assurance à tout navire soupçonné de transporter du pétrole russe au-dessus du plafond de prix, quel que soit son pavillon. La solution de Poutine a été de créer des sociétés offrant des polices d'assurance fantoches ou peu fiables, soutenues par la Russie. Cependant, les navires de cette flotte fantôme ont souvent plus de 15 à 20 ans, sont mal entretenus et comprennent des pétroliers dont les normes de sécurité sont douteuses. Cela les transforme en un risque de catastrophe flottante, dans des zones écologiquement sensibles comme la mer Baltique. La dernière décision de l'Occident est encore plus astucieuse. Les sanctions secondaires. Désormais, non seulement les assureurs, mais aussi les autorités portuaires qui acceptent ces navires, les unités qui les ravitaillent, ou celles qui fournissent des services de réparation sont également visées. Une autorité portuaire en Chine ou en Inde risque d'être coupée de l'ensemble du système financier basé sur le dollar si elle accepte un pétrolier russe suspect. En conséquence, la flotte fantôme est devenue une entité, radioactive et ostracisée. Les navires sont bloqués, non pas par un blocus militaire physique, mais par un blocus administratif invisible. Ils n'ont pas d'assurance, ne peuvent pas être réparés, et peinent à trouver un port d'accueil. L'un des exemples les plus frappants de cette crise s'est produit fin octobre. Un pétrolier russe faisant route vers l'Inde a soudainement changé de cap, et a commencé à attendre dans la mer Baltique. Le navire s'appelait Furia. Selon les données satellitaires, le pétrolier se dirigeait vers l'ouest à travers le détroit entre le Danemark et l'Allemagne lorsqu'il a brusquement changé de cap, a parcouru une courte distance, puis a ralenti brusquement, et s'est arrêté.
Le Furia était parti du port russe de Primorsk et transportait environ 730 000 barils de pétrole brut de l'Oural. Ce pétrole avait été vendu par la société énergétique D, État russe Rosneft PJSC. Les acheteurs étaient la raffinerie privée indienne, Reliance Industries Limited, et la société D, État Bharat Petroleum Corporation Ltd. Le navire se dirigeait vers le port de Sikka dans État indien du Gujarat, avec l'intention d'accoster mi-novembre. Mais le problème est là. Bien que Reliance ait un contrat à long terme pour acheter du pétrole de l'Oural à la Russie, elle a déclaré sa détermination à respecter les sanctions occidentales. Cette déclaration a rendu difficile pour le Furia, transportant du pétrole russe, de trouver un port où décharger sa cargaison. Ceci est le fond de guerre de Poutine, littéralement en train de brûler son porte-monnaie. Le dernier coup de panique avant de mettre le feu à des milliards de dollars d'actifs russes gelés. Le plan du Kremlin était simple: terroriser le cœur de l'OTAN, forçant l'UE à revenir sur sa décision de confisquer l'argent. Ce plan s'est cependant transformé en l'une des erreurs stratégiques les plus spectaculaires de ces dernières années. Le chantage s'est retourné contre lui dès qu'il a commencé. Au lieu de reculer, Bruxelles a activé l'article 4 du traité de l'OTAN, la carte « Notre intégrité territoriale est menacée. Nous convoquons une consultation urgente ». Et tandis que Poutine attendait un appel terrifié de Bruxelles, la réponse est arrivée directement de Berlin, via un avion de transport militaire. Les chasseurs de drones D, élite de l'armée de l'air allemande, Luftwaffe, ont atterri immédiatement à Bruxelles. Qu'est-ce que l'article 4 ? Il stipule que lorsque l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité d'un pays membre est menacée, tous les alliés doivent être convoqués pour une consultation d'urgence. Cela signifie « ils m'attaquent, décidons ensemble de ce qu'il faut faire ». Et c'est l'étape qui précède le célèbre article 5, c'est-à-dire la défense collective. Alors que Poutine tentait de faire du chantage économique, il s'est soudainement retrouvé à créer une menace militaire, qui activait la clause de sécurité collective de l'OTAN. Et cette réunion de l'article 4 pourrait ne pas être qu'une morne consultation diplomatique à Bruxelles. Elle pourrait être l'annonce d'un changement de doctrine militaire. Selon des informations de coulisses, les décisions issues de cette réunion pourraient fondamentalement modifier toutes les règles d'engagement de l'Alliance concernant la flotte fantôme russe. L'ère de l'observation et du signalement pourrait officiellement prendre fin. Des ordres de chasse et d'interception pourraient être émis. Cela signifie que le groupe maritime permanent de l'OTAN 1, SNMG1, qui patrouille l'Atlantique Nord et la mer Baltique, pourrait être immédiatement mis en état d'alerte élevé. Cette situation signifie que les frégates allemandes de classe Sachsen, le destroyer danois de classe Iver Huitfeldt, et les avions de patrouille maritime Page 8 Poséidon norvégiens qui balayent la zone, peuvent désormais identifier ces pétroliers fantômes rouillés non plus comme de simples contrebandiers, mais comme de potentiels chevaux de Troie. La nouvelle doctrine sera brutalement simple. La moindre preuve électronique ou visuelle que ces navires sont utilisés comme plateforme de drones pour saboter des câbles énergétiques et Internet sous-marins critiques, ou qu'ils sont impliqués dans toute activité hybride, comme dans l'incident du navire Pusher au Danemark, pourrait désormais déclencher non pas une surveillance civile, mais une intervention militaire directe. Cela signifie que les navires de guerre de l'OTAN auront l'autorité d'aborder ces navires civils militarisés, de les fouiller et de les saisir immédiatement si des preuves sont trouvées. Une telle décision pourrait neutraliser la stratégie de Poutine consistant à menacer l'Europe avec sa flotte fantôme. Cette décision pourrait transformer la mer Baltique en un lac de l'OTAN, enfermant l'appareil de guerre hybride de Poutine dans une étreinte stratégique avant qu'il ne puisse opérer. C'est un échec diplomatique retentissant. Si l'article 4 était un défi diplomatique, la réponse militaire est venue immédiatement de Berlin. L'Allemagne a vu ce chantage et n'a pas hésité. La France et le Royaume-Uni ont également envoyé d'urgence une assistance militaire à la Belgique. Après l'Allemagne, la France arrive en Belgique pour aider à contrer les drones, après qu'une série d'incidents de drones ait été détectés sur des aéroports et des bases militaires, perturbant l'aviation belge. Équipe française de lutte anti-drone était déjà sur place en Belgique ce week-end. Le chef des état-major général britannique Richard Knighton a déclaré dans un communiqué à la BBC dimanche que le Royaume-Uni suivait la France et l'Allemagne en fournissant du personnel et de meules, équipements pour aider la Belgique à contrer les attaques de drones autour des installations sensibles. Le ministre de la Défense belge Theo Franken, membre du parti nationaliste flamand N-VA, a annoncé l'arrivée de l'unité française lors d'une visite à la base militaire du champ de tir de Pampa à Houtalen-Elsteren, Limbourg. L'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, a immédiatement dépêché ses meilleurs experts en CUAS, ou défense anti-drone, en Belgique. Ces experts appartiennent au régiment de protection des objets, Objectsschutzregiment, de la Luftwaffe, des unités D, élite. Leur mission est de traquer les UAV ennemis à l'aide d' équipements de brouillage avancés comme le HP-47 et d'autres systèmes de détection. La signification de cette démarche est la suivante. L'Allemagne, la plus grande puissance de l'OTAN, a considéré la menace de la zone grise contre un allié comme une menace pour sa propre sécurité nationale, et est intervenue militairement. Le chantage de Poutine a forcé l'OTAN à moderniser son système de défense anti-drone du jour au lendemain. Pire encore, l'Allemagne a immédiatement annoncé la formation D, Équipe nationale de réaction rapide CUAS, en prenant cet incident comme précédent. Alors que Poutine voulait menacer l'Europe, il leur a involontairement offert un nouveau bouclier défensif plus rapide. Il s'agit d'un but contre son camp stratégique. La guerre hybride de Poutine dans les pays baltes, au Danemark et en Belgique,
a été la goutte d'eau qui a fait déborder la patience de l'Union européenne. L'UE a relevé les restrictions de visa Schengen pour les citoyens russes au niveau le plus strict. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que des millions de citoyens russes ordinaires sont désormais physiquement isolés de l'Europe. Cela signifie attendre des mois devant les consulats, se soumettre aux contrôles les plus stricts, et être peut-être toujours refusés. Des pays comme les États baltes et la Pologne ont pratiquement cessé de délivrer des visas. Les postes frontières terrestres ont été fermés. Maintenant, avec la dernière décision de Poutine, les dernières portes vers l'Europe se ferment pour les citoyens russes. Il n'y a plus de postes frontières terrestres. Les vols sont restreints, et désormais les visas sont effectivement annulés. Les actions de Poutine et de ses alliés ont isolé leur propre population de l'Europe. Les Russes sont bloqués dans les consulats et les aéroports à cause de la guerre de leurs dirigeants. C'est la véritable image que Poutine présente au peuple russe. Une armée qui a échoué à prendre Pokrovsk en 14 mois. Une machine de propagande ridicule crachant des menaces nucléaires. Et des millions de citoyens innocents exclus de toute l'Europe à cause du chantage visant à récupérer les actifs gelés de leurs dirigeants. Chaque mouvement qui met Poutine et ses alliés en difficulté a un impact direct sur son propre peuple et les force à voir la vérité. Alors, qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Pour rester informé des nouvelles vidéos, veuillez vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci de nous avoir suivis.